larmes aux yeux là. Ah ouais. En tant que maghrébin, en tant que musulman, je ne crois pas au vivre ensemble. Si on veut vivre en paix notre religion, il faut quitter la France ou le pays occidental dans lequel tu te trouves. Soit tu choisis la France, soit tu choisis l'Algérie. Moi, la France, je l'aime trop. J'aime la France. Et là, au bout d'un moment, il fait « Mais Dani, t'es musulman ?» Je dis « Oui, caporal-chef. T'as prié aujourd'hui ?» Je fais « Ben non, caporal-chef. » Il me dit « Écoute, si tu veux prier, qu'on soit bien clair. Tu me le dis, tu me l'annonces et tu vas prier où tu veux. » Je comprends pas, Samy. Toi qui as une personnalité, qui a une tendance à réunir, pourquoi t'as un discours qui sépare? Lui, il était au bureau comme ça. Il voit revenir des toilettes. Mais Dani, je peux te poser une question? Pourquoi est-ce que chaque fois que tu vas aux chiottes, tu te laves le visage? Najim, viens. Je sens que ce podcast va être Tu vas te incroyable. laisser ça? Oh, bien sûr, ouais, bien sûr, évidemment. Bienvenue dans Le Plafond de Verre, le podcast qui traite de la discrimination, de l'entrepreneuriat et du personal branding. 3 sujets qui n'ont rien à voir quasiment ensemble. Mais c'est important de les aborder. Donc, je rappelle, dans ce podcast, on va aborder ce que tu as vécu en tant que maghrébin, musulman, obviously, et en tant qu'entrepreneur. Donc, on va commencer direct dans le vif du sujet. Comment ça va? Très bien. C'est très très bien. Aujourd'hui, j'ai lancé officiellement ma formation de praticien en psychothérapie. Donc, c'était un grand jour. L'homme commence direct en autopromo. Donc... Mais tu as dit, on rentre direct dans le vif du sujet. Oui, mais c'est un jour important parce que c'est en lien avec mes émotions. Parce que j'ai jamais autant stressé. Tu vois, la dernière fois que j'ai stressé autant, je crois que c'est quand j'ai lancé mes séjours dans le désert que j'organise depuis. J'ai une question pour toi. Tu vois. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, que je pense très peu nombreux sur cette planète. Donc tu peux me dire qui es-tu, ce que tu fais dans la vie et pourquoi tu as des cheveux aussi longs? Alors je réponds d'abord à la question sur les cheveux. Ok. Je suis dans un process de laisser pousser mes cheveux. Je pense que ça fait partie justement du... Mais rigole pas. Ça fait partie du... C'est très en lien avec ce sujet. Hein. Parce que quel sujet? Toi comme moi, étant d'origine maghrébine... Maghrébine, ouais. Maghrébine. Maghrébino. Tu vois, on a été calibré pour aller se raser la tête et faire des dégradés à blanc pendant des années. Pendant des années, on allait presque 2 fois par mois. Des fois, c'était 1 fois par semaine. Faire un dégradé à blanc dégueulasse. Mm-hmm. Moi, la première fois que j'ai laissé pousser mes cheveux, c'était l'année dernière, à 32 ans. À 32 ans, c'est la première fois de ma vie que je me suis laissé pousser les cheveux et j'ai vu à quoi ils ressemblaient. Sur le plan spirituel, tu as beaucoup de cultures qui associent le cheveu à l'extension de ta personnalité. Il y a beaucoup de cultures qui associent le cheveu à l'extension, en quelque sorte, de l'esprit qu'il y a à l'intérieur de toi. Et du coup, dans une logique psychospirituelle, je me suis dit, moi, je suis curieux de savoir mon cheveu, quand je le libère, à quoi est-ce qu'il ressemble. Et le Najib qui est rasé à blanc sur les côtés, c'est pas le même que le Najib qui a les cheveux longs. Deuxième aspect, il y a une dimension très lutte contre son ego. Quand tu te regardes dans le miroir et que tu vois tous les jours tes cheveux être chaque jour un peu plus moches et indisciplinés, ben, c'est un vrai travail sur l'amour de toi-même, l'amour que tu peux avoir sur toi-même. Et donc chaque fois, moi, quand je me regarde, là, quand je vais me regarder à la caméra, je vais me sentir moche. Ce que je comprends. Je vais me sentir moche. Mais c'est se dire, tu sais quoi? J'assume. J'assume qui je suis. Tu peux reculer ta barbe, parce que ça risque de faire du grésillement sur le... J'assume qui je suis dans ma singularité, je l'accepte et je l'embrasse. Et l'amour que j'ai de moi-même ne dépend pas de ce que j'ai à l'extérieur, mais dépend de ce que je vais cultiver à l'intérieur. D'accord. Est-ce que maintenant tu peux te présenter après cette diatribe très agréable sur la pilosité crânienne et faciale que tu n'as pas encore abordée? Elle a duré combien de temps? Je sais pas, au moins 1 minute 45. 1 minute 40, mais c'est un vrai sujet. Qui es-tu, Najib Bedani? Qui suis-je? Je vais te répondre tel que ça vient. Je suis praticien en psychothérapie. Je suis un grand amoureux de l'humain.
Arrête de regarder ma barbe. Je suis un grand amoureux de l'humain. Je suis un passionné de l'aventure, du voyage, de l'exploration interne, explorer qui l'on est. Voilà. Je suis un explorateur du soi. Ok, mais tu es aussi Human Nudge. On ne le dit pas assez. Ça m'étonne d'ailleurs que tu ne l'aies pas cité dans ta présentation. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur Human Nudge et qui est Human Nudge et ce qu'il représente? Alors, j'ai pas ressenti le besoin de dire qui il est parce que Human Nudge, c'est moi. Je suis Human Nudge. Nous sommes Human Nudge. Non, Donc, Je m'appelle Najib et cela fait 8 ans que je parcours la Terre à la rencontre de l'humain. Voilà, je pense que j'ai résumé, mais tu peux la reprendre. un jour, j'espère que tu connaîtras la suite parce que vu le nombre de fois dont tu utilises cette diatribe pour te moquer de moi, j'espère que tu auras au bout de ce discours. Je pense que tu as mal utilisé le mot diatribe dans oui. dans ce contexte, mais c'est pas grave. Donc, Human Nudge, c'est un alter ego que j'ai créé il y a près de 8 ans maintenant. J'avais ce besoin, cette volonté d'aller rencontrer des gens avec une caméra et je voulais le diffuser sur les réseaux sociaux, ce mouvement, cette démarche, cette initiative. Je voulais la diffuser sur les réseaux sociaux et ça me faisait bizarre de créer un compte Facebook à l'époque qui s'appelle Najib Bedani. C'était pour moi trop m'exposer. C'était pour moi trop me mettre en avant. J'avais besoin de mettre quelque chose d'autre. D'ailleurs, c'est ce qui s'est joué. On avait déjà parlé. J'ai hésité entre Nudge Human et Human Nudge. J'ai réfléchi, j'ai laissé infuser cette réflexion toute une nuit. Le lendemain, je me suis dit, non, il faut que ce soit Human Nudge, l'humain avant Najib. Donc c'est l'humain rencontré par l'intermédiaire de Najib dans la perspective de recueillir des sagesses. Tu peux parler de ton parcours un peu, et notamment, j'aimerais que tu parles de ton parcours en tant que réserviste de l'armée de terre française. Ok. Mon parcours, je le commence quand? Commence-le là où tu le sens. Je Il pense- faut que ce soit une inspiration. Il faut que ça vienne du cœur, d'accord? Faut pas que tu mentalises la question. Très bien. Moi, généralement, je dis de manière très intuitive. Ah. Qu'est-ce qu'il dit? Réponds intérieurement. Réponds-nous en substance. Il y a le geste avec en substance. Intuitivement, je dirais que c'est une histoire qui a commencé à l'école primaire. J'étais en Algérie dans un mariage et je parlais avec un cousin de mon âge qui avait 7-8 ans et il me dit qu'il passe ses vacances d'été à la campagne, chez une de nos tantes. Et donc, quand je vois ce cousin du même âge que moi dire qu'il s'absente de chez ses parents, ce qui était inconcevable pour moi, ce cousin qui dit qu'il s'absente pour aller passer du temps à la campagne, je me dis, moi aussi, c'est ce que je veux vivre. Donc, ce soir-là, mes parents, ils étaient occupés dans ce mariage. Quand, au moment de partir, je dis à mes parents, je ne veux pas partir avec vous. Je veux partir avec ma tante. Et eux, ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Je dis, t'es sûr? Je dis, oui. Et j'ai cette image, je te jure, c'est comme si ça s'est passé la semaine dernière. Je monte dans une voiture, c'était une Mazda. Tu sais, les Mazda avec le coffre, il n'y a pas de coffre à l'arrière. C'est la Mazda pour transporter les chèvres, normalement, tu vois. Et moi, c'est la première fois que je monte dans une Mazda comme ça. Je vois ma tante, je vois mes cousines, je vois mes cousins. Je suis assis comme ça au bord de la route et il fait hyper froid. Et je ne sais pas me protéger du froid. Ma tante, elle me fait comme ça, elle fait genre descends, mets-toi derrière la voiture comme ça pour te protéger. Juste ça, je me suis dit c'est fou, ça a changé toute ma vie. J'étais dans le froid, ma tante, elle m'a transmis une connaissance simple, basique que je n'avais pas et ça a changé mon appréciation de tout le trajet. Donc je me suis dit mais là, si j'ai appris ça maintenant, qu'est-ce que je vais apprendre tous ces jours quoi. Et j'ai appris énormément de choses. Pour un gosse de 7-8 ans qui a grandi dans la ville à Toulouse, être dans la campagne, à garder des moutons, cultiver le maïs, nager dans l'Oued. Tu rentres dans l'Oued, tu as de la boue qui t'arrive jusqu'aux genoux. En fait, tu croises que des gens qui te montrent que tout est possible. Quand tu es en leur présence, tu vois que eux plongent dans l'Oued, ça fait pas sens que toi, tu ne peux pas y arriver.
Donc à partir du moment où tu intègres ça, tu te dis que ça peut marcher pour toute chose. Dès lors que tu vois quelqu'un qui fait quelque chose qui te paraît impossible, c'est que cette chose est réalisable. Et toutes les années qui ont suivi, c'était que ça. Après, dans la suite du parcours, il y a eu le collège avec la découverte du film Matrix, le film Le Seigneur des Anneaux, qui m'ont fait comprendre qu'on pouvait véhiculer de vrais messages à travers cet outil. Et à ce moment-là, je savais, sentais que c'est ce que je voulais faire aussi. Utiliser cet outil pour impacter les cœurs. Mettre le matériel au service de l'émotionnel. Mettre le matériel au service du spirituel. C'était ça, ces films. Et c'est venu quand, le fait de vouloir mettre ce matériel au service du spirituel notamment? Quand est-ce que c'est venu? Est-ce que le spirituel est venu en premier ou est-ce que c'est venu après, dans une démarche plutôt tardive? La démarche spirituelle, je pense qu'elle a pris tout son sens quand un jour j'ai pris une caméra à un Vélib et je suis parti à la rencontre des sans domicile fixe sur toute une après-midi. Et là, tu te rends compte que chaque rencontre, elle a une étincelle de divin. Tu te rends compte que chaque personne rencontrée, elle peut profondément, réellement t'impacter à travers un message. Tu comprends beaucoup. Tu comprends beaucoup sur l'humain et sur l'impact du message que tu peux transmettre auprès des gens. Okay. Donc c'est venu en rencontrant ces gens en situation de détresse. Est-ce que tu peux me parler de, du coup, l'armée de terre? Et pourquoi l'armée de terre? Alors, l'armée de terre, je pense que c'est un amour qui a commencé déjà avec mon papa. Mon papa, il nous a donné une éducation très militaire. Des fois, dans des repas de famille, il nous demandait de nous mettre au garde à vous, tu vois, juste pour le plaisir de montrer que ses enfants sont obéissants. Donc, notre papa, il nous a donné une instruction très militaire. Par la suite, j'ai découvert Stargate SG-1. Donc, Colonel O'Neill. Le colonel O'Neill. Samantha Carter. Tilk, Samantha Carter, Daniel Jackson. Donc, on a une équipe qui ne se ressemble pas, des gens totalement hors sujet, qui s'unissent dans la perspective de découvrir des mondes en voyageant à travers la porte des étoiles. La symbolique, elle est très puissante. On peut rassembler des gens qui, dès lors qu'ils partagent une intention commune, peuvent s'entendre dans une même perspective, dans une même fin. Et ils voyagent, ils explorent le monde. Je regardais ça tous les vendredis avec la trilogie du vendredi. Même, je crois, pendant un moment, ça passait tous les jours. Tous les soirs, il y avait, moi, je regardais ça en attendant ma mère qui revenait du travail. C'était incroyable. Ça avait à 18 Et puis, il y a eu heures, Stargate Atlantis aussi. Bon, après, ils sont partis dans d'autres délires, mais ouais, bien sûr. Stargate Universe aussi. Tu l'as regardé? Après, quand ça commence à trop partir dans des... Tu vois. Donc, il y a eu Stargate. Et le jour où j'ai fait la journée d'appel, la JAPD, en tout cas à l'époque, on l'appelait comme ça, j'étais pas trop dedans. Comme beaucoup de jeunes qui vont à cette journée-là, j'étais pas trop dedans. Est-ce que le mot lapin existe? Moi, je me rappelle, cette question m'avait outré lors de la JAPD. On t'avait posé cette question. Est-ce que le mot lapin existe? Il y avait une slide comme ça. Le mot lapin existe-t-il? Et c'était pour ramener sur une idée totalement saugrenue, liée à je sais même plus à quoi en vérité. Tu vois, je me rappelle plus de ce qui s'est passé. Au fait que ça se prononce pas au féminin. Normalement, on dit le pain et pas lapin. Pardon. Voilà, ça c'est Najib et ses blagues de beauf. Je te laisse dérouler. Et donc, y a un intervenant qui dit, vous avez la possibilité soit de vous engager, soit vous avez la possibilité de faire vos études et en même temps d'être militaire. Moi, quand il a dit ça, dans ma tête, c'est bon. S'il y a cette possibilité-là, un peu comme quand mon cousin m'annonce qu'il est parti faire ses vacances chez sa tante à la campagne, je me dis, c'est bon. C'est possible de faire ses études et d'intégrer l'armée. Donc, je donne mon nom à la fin de la journée. J'assiste à une journée là où on est 4-5
assis sur des chaises et ils écoutent c'est quoi notre besoin, notre volonté de parcours. J'explique ce que je veux faire. Ils me disent ah c'est pas ce bureau, c'est l'autre. Je suis allé dans l'autre bureau. À partir de là, j'ai lancé toutes les démarches. Et je me souviens que comme j'ai des parents qui sont un peu craintifs, comme j'ai des parents qui sont d'origine algérienne, c'était peut-être un peu délicat pour moi de leur annoncer. Mon grand-père, il a été dans la résistance. C'est compliqué d'annoncer à ses parents que tu vas intégrer l'armée française. Donc j'ai attendu de signer le contrat pour leur montrer. Un jour, je suis arrivé, j'ai posé le contrat sur la table. Ma mère elle m'a dit c'est quoi ça? J'ai dit c'est bon. J'ai signé. Willy. Tu vas voir ça avec ton père. Hein. Et en fait, mon père, il était fier. Impressionnant. Il m'a dit c'est cool, tu vas cotiser pour ta retraite dès maintenant. Ah, c'est top. Ouais, et franchement, je crois que c'est l'une des premières fois où j'ai perçu de la fierté dans le regard de mon papa. Ok. J'ai une question du coup. Quand est-ce que tu as été confronté pour la première fois de ta vie au racisme ou à ce qui s'y apparente, à la discrimination? Alors, j'ai mis du temps avant de percuter que c'était du racisme. Mais je me souviens un jour, à l'école, en CE1, 2 événements qui sont passés. La première, on faisait un travail sur les prénoms du calendrier. Et la prof nous demande, la maîtresse nous demande de trouver notre prénom associé à un jour du calendrier. Et il n'y avait pas Najib. Donc moi, je me pose la question en tant qu'enfant, je dis, il est où Najib? Et elle me répond quoi? Elle me répond, vous trouvez le prénom, vous trouvez le prénom qui ressemble le plus à votre prénom, et c'est ça le jour de votre fête. Et moi, à ce moment-là, j'avais un excellent ami qui s'appelait Nicolas. Donc je me suis dit, Najib, ça ressemble le plus à Nicolas. Donc ma fête, C'était la Saint-Nicolas. c'est la Saint-Nicolas. Et elle m'a dit, ouais, genre c'est bien. Pas d'autre explication ni quoi que ce soit. Et avec le recul, je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi elle m'a pas dit tout simplement, écoute Najib, ça c'est le calendrier axé sur des prénoms chrétiens. C'est normal, tu trouveras pas le tien parce que ça, comme si c'était un tabou que je m'appelle Najib. Mais ça, je l'ai compris des années après. Et tu l'as vécu comme une discrimination? Bah, de manière Indirecte. rétroactive. Mmh. Je me dis, ah, mais c'était une forme de discrimination. Parce que déjà, tu es dans un exercice, là où tout le monde connaît une forme d'épanouissement, et toi, de suite, tu connais une forme de rejet. Attends, mais s'il n'y a pas mon prénom, c'est que je ne suis pas intégré à cette classe. Ils ont tous leur prénom, moi, je n'ai pas. Et deuxième situation, c'était avec cette même maîtresse. Un jour, on fait des bêtises avec les copains, et je me souviens que la maîtresse, elle questionne un des copains. Le copain, il veut rien dire. Elle questionne un deuxième copain. Il veut rien lâcher. Il fait la victime comme ça, des deux, hein. Il lâche rien. Et moi, elle me tombe dessus. Et à ce moment-là, je pense que c'est lié aussi au schéma d'enfance. Mes parents, comme un certain nombre de parents d'origine, peu importe, ont eu l'occasion de me tomber dessus. Et donc, en tant qu'enfant, j'ai accepté le fait que mes parents me tombent dessus. Donc, quand la maîtresse, à ce moment-là, elle me tombe dessus, pour moi, c'est normal. Je dois assumer. Je ne me dis pas qu'il y a une forme d'injustice à ce que je prenne plus que les autres. Et donc, j'ai le souvenir que moi, elle ne m'a pas lâché. Et je devais dire devant toute la classe qu'est-ce qu'on avait fait. Genre, je devais assumer devant toute la classe la bêtise pour même mes camarades. Mais du coup, elle t'a pas questionné, toi? Elle est direct venue dans le frontal. Non, en fait, elle est venue dans le frontal comme elle est venue pour les deux autres. Mais moi, elle a été encore plus insistante. Genre en mode, toi, Najib, c'est toi qui vas lâcher, qui vas ramasser. Alors que les deux autres, elle les a lâchés très rapidement. Et donc, là aussi, ça a mis du temps, hein, parce que je me sentais coupable. Et je remercie mes parents en ce sens, c'est qu'ils nous ont appris à assumer tout. Ils nous ont appris à tout assumer. Tu as fait une bêtise, assume, tu vas ramasser, mais tu vas apprendre une leçon. Alors là, j'ai compris qu'on pouvait compter que sur soi-même et que plus tôt tu assumais ta bêtise, mieux c'était. Du coup, on peut dire que
plutôt que de vivre forcément les choses comme des injustices, les premières occurrences de discrimination, tu les as pris comme des leçons et pour t'adapter ensuite à la société. C'est très délicat parce que moi, j'ai pas grandi dans un milieu là où il y avait beaucoup de maghrébins ou de personnes avec des origines autour. Donc, quand tu grandis qu'avec... alors, l'un de mes meilleurs amis, ses parents étaient pieds noirs d'Algérie. Mais ils se définissaient pas comme algériens, en tout cas pas ouvertement. Pourtant, ils viennent d'Oran. Je viens de Mostaganem, c'est à côté. Mais eux, c'est pas ce qu'ils mettaient systématiquement et publiquement en avant. Elle te stresse, ma barbe. Hein. En fait, je sais très bien que ça peut impacter le son. Donc, Ouais. Tu veux que je recule? Ouais, enfin, essayer de faire attention à ce qu'elle touche pas le micro. Si je parle comme ça, c'est bon? Ouais, c'est très bien. D'accord. On entend bien? Ouais. Est-ce que tu entends le grésillement quand sa barbe elle touche? Nickel. Ok. Donc Mostaganem, Oran, c'est à côté. C'est à côté. Ouais. Ok. J'ai grandi dans un milieu là où il n'y avait pas beaucoup de personnes originaires d'Afrique et d'outre-tombe, d'outre-monde. Donc, pour moi, j'étais comme eux. J'étais comme eux. Je sentais que j'étais pas comme eux quand, justement, je revenais de mes vacances d'été. Déjà, eux, ils partaient pas aussi longtemps. Et quand ils partaient pas à l'étranger. Ou ils partaient dans le sud. Et ils revenaient pas aussi bronzés que toi, du coup. Non. Ils revenaient pas d'un pays là où ils avaient dû apprendre une autre langue. Ils venaient pas d'un pays là où ils ont dû se battre avec des cailloux pendant les mariages. Tu vois. Donc là, je commençais à sentir la différence à ce moment-là, mais au milieu du groupe, non. Ok. Je vais répondre à un truc qui fait écho un peu à ce que j'ai vécu. On en avait parlé déjà dans un précédent podcast qui peut-être ne verra jamais le jour. Personnellement, j'ai senti, moi, la première fois du rejet en tant qu'Algérien de France, en Algérie même. Parce que j'étais le migré, tu vois. Donc, le gaouré, tu vois. Et du coup, je sentais que ça faisait une différence au sein même de mon pays d'origine, avant même de connaître le rejet en France. Ok. Et rien à voir. C'est dans la continuité, mais voilà, je voulais te répondre ça parce que c'est intéressant. Tu vois, toi, tu as vécu les choses comme en t'adaptant parfaitement à ton pays d'origine, en voulant même carrément aller chez ta tante, garder des moutons, etc. Moi, je ne l'ai pas du tout vécu comme ça. Moi, je venais avec ma Game Boy. À chaque fois que j'y allais, on me volait des affaires dans ma propre famille. Et ça me blasait, ça tuait mes vacances, tu vois. Et à la fin, on me les rendait. L'avant-dernier jour. Pour dire, ouais, on a bien profité de toi. Maintenant, rentre chez toi avec ton matériel de gaouri, tu vois. Et dans la continuité, j'ai envie qu'on aborde une histoire que tu avais abordée la dernière fois qui m'a franchement grave touché. Tu vois, moi, en France, j'ai connu, je crois, la première fois le racisme. Pareil que toi, je l'ai compris a posteriori, lors de mon premier travail au McDo, dans lequel, un jour, mon directeur, le directeur du McDo Rivoli à Châtelet, me dit une phrase comme en gros, je t'ai donné ta chance, honore-la, quoi, tu vois. Et tu vois, j'ai senti, tu sens quand c'est un sous-entendu et non pas juste un je t'ai donné ta chance. Genre, c'est pas une interprétation. Il dit, ouais, en gros, si je donne sa chance à un gars comme toi, genre voilà, saisis-la et va au bout du truc, tu vois. Donc, un gars comme moi, c'est quoi? C'est un gars qui a l'air d'être un mec de quartier, c'est quoi? C'est un gars qui est bronzé, c'est ça. Mais je l'ai compris plus tard que c'était la première forme de racisme que j'ai vécu. Un racisme positif entre guillemets du coup parce que ça m'a ouvert une porte. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai avancé dans ma vie professionnelle en particulier, parce que c'est dans le pro que j'ai connu le racisme, j'en connaissais de manière de plus en plus frontale. Donc après le McDo, j'ai fait une école de cuisine. Je suis allé travailler en cuisine dans un restaurant qui se trouve sur les Champs-Élysées. Et vraiment là, pour la première fois de ma vie, j'ai connu le racisme en direct à base de. C'était quoi? C'était. Je vais pas le répéter parce que c'est assez vulgaire, mais tu vas faire une David Laroche là? Non, mais c'est mon corps qui réagit, tu vois. Ok, intéressant. Qui expulse quelque chose. Je sais pas quoi. Ouais, exactement. Ok. Où on m'a dit en gros, lui c'est la bip de la cité. Allez, vous pouvez lui donner ce que vous voulez, il va le ramener à la cuisine, il va le ramener au frigo, allez-y. Tu vois. Après, petit à petit, tu vois, genre, ouais, dans ton pays, comment ça se passe par rapport à. Tu sais, toujours des trucs un peu désobligeants comme ça. Moi, j'étais jeune,
je voulais pas perdre mon taf, donc je me taisais et j'emmagasinais jusqu'au jour où j'ai eu un ulcère à l'estomac, quoi. Tu vois? Ouais, ça m'a. Pendant 1 an et demi, je gardais. J'avais des images, je me voyais fracasser le crâne de mon chef mon sous-chef, tu vois, qui se reconnaîtra, qui s'appelle Mathieu. Au passage, je dis ça parce qu'il y a Mathieu qui nous écoute. Euh, et et voilà, tu vois, genre, petit à petit, ça a commencé à créer en moi un sentiment d'injustice et une espèce de haine, au début de moi-même, d'ailleurs, et au fur et à mesure de la France. En général, je dirais, pas au sens, voilà, je déteste la France, mais au sens où, vas-y, je suis pas à ma place dans ce pays, je me sens mal, tu sais, j'ai commencé à me victimiser beaucoup, ouais, de toute façon, ça marche pas, machin, etc. Et j'ai fini par m'adapter en devenant entrepreneur. Ok. Je place ce contexte pour dire que je t'ai parlé plus ou moins de ça dans un récent podcast, et où je t'expliquais que voilà, je pense que en tant que maghrébin, en tant que musulman, on n'a pas forcément. Je pense je ne crois pas au vivre ensemble, et je pense qu'on n'a pas notre place, et que si on veut vivre en paix notre religion, ou simplement vivre en paix tout court, tu vois, il faut quitter la France ou le pays occidental dans lequel tu te trouves. Je t'ai dit ça, et tu m'as raconté une histoire de quand tu étais dans l'armée qui m'a fait revoir ma position et qui m'a vraiment touché. Et j'aimerais bien que tu racontes cette histoire parce qu'elle est importante. Et je pense que des personnes comme moi qui ont vécu le racisme de manière frontale, chez qui ça a créé la haine, peu importe du pays où ils se trouvent, et qui a fait qu'ils vivent mal leur présence dans un pays occidental, je pense qu'ils en ont besoin, ils ont besoin d'entendre une histoire comme ça. Donc je te laisse, je veux tous les détails, je veux le régiment dans lequel, je veux vraiment tout, tu vois, tout ce que tu m'as dit, je veux le réentendre parce que c'était incroyable comme histoire. Mais je pense que c'est important d'apporter des éléments de contexte. Bien sûr. Avant. Tu vois, pendant des années, quand on allait en Algérie, on nous demandait alors tu préfères quoi? La France ou l'Algérie? Et je les remercie, tu vois, de nous avoir posé cette question. Parce que systématiquement, c'était impossible de faire un choix. Il n'y a pas un pays que je préfère plus qu'un autre. Et aujourd'hui, dans ces blessures transgénérationnelles transmises aujourd'hui encore, il faut presque faire un choix. Soit tu choisis la France, soit tu choisis l'Algérie. Moi, la France, je l'aime trop. J'aime la France. À un point où je te jure, si je m'écoutais juste moi, je crois au-dessus de mon bureau, tu vois, ça me ferait plaisir de mettre un drapeau de la France. Autant que ça me ferait plaisir de mettre un drapeau de l'Algérie. Moi, j'aime le climat de la France. Climat météorologique? Ouais. Dans quel pays est-ce que tu peux te promener en hiver, mettre des gros manteaux, t'allonger, chocolat chaud, grosse couverture, ensuite en été parcourir les paysages magnifiques de montagne, de campagne. Quel pays tu vas pouvoir sentir autant d'odeurs, le mimosa, les roses. C'est magnifique, c'est magnifique. Avoir de l'eau, de la verdure, cet air frais, tu vois. J'aime la France. Et j'aime trop les Français. J'aime trop les Français. Et je trouve qu'on a cette spécificité en France. J'en discutais avec un ami turc. Un jour, on va à la mosquée. Et dans la file de la mosquée, on voit de toutes les origines. Des Maliens, des Sénégalais, des Asiatiques, des Algériens, des Marocains, des Français, des blonds, bleus, yeux bleus. Mais dans quel pays tu rentres dans une mosquée et tu vois autant de gens différents? J'avais passé 2 mois en Indonésie. Quand je suis revenu en France, j'ai cette image, je montais l'escalator, je sortais du métro. Et là, je vois une femme en hijab, je vois un couple de Chinois, je vois une maman d'Afrique subsaharienne qui est en train d'avancer avec ses enfants. Et mon cœur s'est réjoui. Mon cœur s'est réjoui de voir tout ça. Et je me suis rendu compte qu'après 2 mois passés en Indonésie, ça manquait de voir toute cette diversité. Donc j'aime la France et j'aime trop les Français. Je m'en suis rendu compte encore plus en servant, tu vois, dans l'armée de réserve, puisque l'armée de réserve,
la mission de l'armée de réserve, c'est une mission de protection du territoire national et c'est une mission de dissuasion avant toute chose. On n'est pas là pour faire la guerre. On est là pour protéger, dissuader et intervenir en cas d'extrême urgence. Donc je disais à la journée d'appel, je m'engage dans le processus pour m'inscrire et je me retrouve avec une arme, un treillis, des affaires à faire ma première sortie terrain. Et là, je rencontre des gens, des hommes et des femmes qui ont vécu la guerre. Ils ont fait la guerre du Kosovo, certains sont partis en Afghanistan. Il y a juste un petit poil qui me dérange depuis tout à l'heure, là, tu vois. C'est le tien. Pardonne-moi. Tu rencontres des hommes qui ont un vécu. Tu peux pas les rencontrer dans le civil, ces gens-là. C'est ça aussi la beauté de l'armée de réserve. Tout le monde en France peut devenir réserviste. Toi, moi, tout le monde peut devenir réserviste. En gros, tu es appelé une fois par mois pour t'entraîner comme un militaire et après, tu es projeté sur des missions de type sentinelle, vigipirate. Tu vas patrouiller. Et ça a été très difficile au début parce que j'étais jeune. J'avais 18 ans à peine quand j'ai intégré l'armée. J'étais d'une culture qui n'était pas du tout militaire en lien avec la France. Et je suis arrivé dans une période où les gens de l'ancienne école, ils continuaient encore un peu de nous former. Donc, ils nous ont formés un peu à l'ancienne. Moi, si je t'expliquais comment on nous parlait, oh là là, c'était violent, c'était cru, c'était sec. Mais ça faisait du bien. Moi, mon père, il nous parlait violemment. C'est un père algérien qui a l'insulte facile. Mais là, quand c'est ton papa qui t'insulte et quand c'est un inconnu qui est insultant envers toi, c'est autre chose. Mais en même temps, tu vois, il y avait cet effet qui se coule. Je te mets la pression, mais c'est pour t'apprendre quelque chose. Par exemple, tout change en plus. C'est ça qui est fascinant à l'armée, c'est que les codes sociaux sont différents. Je me souviens, un jour, je pose une question à un adjudant, sauf que moi, je ne sais pas que cette personne est adjudant. Je dis, monsieur, il fait, hey, moi, c'est pas monsieur, tu m'appelles mon adjudant. Oui, dis-moi. Et après, il te répond à ta question avec beaucoup de douceur. Donc, c'est ultra particulier comme formatage, comme recalibrage. Ce qui était délicat aussi, c'est que j'ai rencontré des gens, j'ai côtoyé des gens qui n'ont jamais eu dans leur entourage, je pense, d'amis musulmans. Ils n'ont jamais eu d'amis avec des origines maghrébines. Donc, je sais qu'il y a des gens, ils m'ont détesté juste par rapport à ça. Et ils me l'ont fait sentir. Ils me parlaient mal, j'étais pas intégré, on venait pas me faire la conversation. Donc, j'étais tout seul, ça me dérangeait pas. J'étais en silence, ça me dérangeait pas. Et certains venaient me voir. Du coup, ça me faisait encore plus apprécier la compagnie de ces gens-là. Pendant un petit moment, j'ai arrêté de partir à l'armée parce que j'étais en proie avec mes examens, mes études universitaires. Je reviens après un petit temps là où j'étais pas là. Je reviens après un petit temps de coupure et je retrouve un ami avec qui j'ai signé en même temps. Cet ami, il est de confession chrétienne. Donc, on commence à parler religion. Et là, il y a un caporal-chef qui arrive. Lui, c'est un ancien de la vieille. Je crois qu'il était dans le 8e RPIMA. Donc, c'est des régiments qui ont une forte tradition colonialiste, puisque c'est une réalité aussi dans l'armée. Il y a cette tradition-là. Et du coup, il arrive, il s'assoit. Le gars était... Je ne vais pas citer son nom, tu vois, mais j'ai beaucoup d'amour pour lui. Attends, parce que c'est important, tu vois. Donc, de fortes traditions colonialistes. Est-ce Ouais. qu'on pourrait considérer que d'emblée, c'est-à-dire que dans l'histoire du régiment, il y a une forme de racisme Exactement. automatiquement. Okay. C'est Parce que exactement. c'est important de le préciser, tu vois. Ouais. Tradition colonialiste, certes, mais qu'est-ce que ça sous-entend et qu'est-ce que ça implique? Non, ça sous-entend et ça implique que quand tu entends certains récits concernant ces régiments, c'est genre, il y a un arabe qui intègre le régiment qui ne mange pas de viande. La nuit, on va le choper, on lui ouvre la bouche, on lui met des saucisses, tu vois. Okay. C'est ce genre de brimade que ça peut impliquer. Okay. Attention, je ne dis pas que c'est monnaie courante, mais je dis que dans les cas les plus extrêmes, c'est ça qui peut se passer. Okay. Donc, lui, il est là. Moi, je ne sais pas qui vient du 8e RPIMA, je ne connais pas encore son histoire, mais juste physiquement, comment dire, un jour, on était en vigipirate ensemble.
Et véridique, il y a une jeune femme qui passe à côté de nous et elle dit « Oh, mais il est moche, le petit !» Elle le dit comme ça. Et c'est vrai qu'il a un charme de fou. Mais il est petit, on dirait un peu un bulldog. Il était toujours un peu crispé, mais un sourire, un sens de l'humour, une générosité extraordinaire. Et moi, à ce moment-là, je ne sais pas qu'il est comme ça. Je vois juste son image de petit, bourru, trapu et énervé. Énervé sans raison particulière. Mais je sais que lui aussi, du coup, quand il me regarde, il voit l'image d'un rebeu maghrébin. Qu'est-ce qu'il fout là, tu vois? J'imagine qu'il me regarde comme ça. Il écoute la conversation sur les religions. Et là, au bout d'un moment, il fait « Bédani ». Je ne sais pas si j'arrive à honorer son personnage. Il fait « Bédani, t'es musulman ?» Je dis « Oui, caporal-chef ». Il dit « En islam, il y a 5 prières. » Je dis « Oui, c'est ça. » T'as prié aujourd'hui? Et là, tu sais, dans ma tête, là, c'est question piège. Genre, tout devient au ralenti. Soit je lui dis que j'ai prié, et il me dit « Ah ouais, t'es comme ça, espèce d'islamiste, toi, tu fais ta prière. » Soit, je sais pas ce qu'il va me répondre. Deuxième scénario, c'est blackout total. J'étais dans une période de ma vie où j'essayais de prier régulièrement. Mais quand je venais à l'armée, c'était très compliqué pour moi d'assumer ma foi. Donc je ne priais pas quand j'étais à l'armée. Sa question a changé. Tout ça. Du coup, on revient à la question. Il me dit, en islam, il y a 5 prières. Je dis oui. Il me dit, t'as prié aujourd'hui? Je fais, non, caporal-chef. Il me dit, pourquoi? Donc là, à ce stade-là, je ne sais toujours pas si c'est un pourquoi bienveillant ou un pourquoi incendiaire. Et je lui dis, je fais le choix d'être sincère, tu vois. Je lui dis, j'ai pas osé, je sais pas trop où me mettre. On était en exercice toute la journée, j'ai vu qu'on n'avait pas trop le temps, j'ai pas prié. Il me dit, écoute, si tu veux prier, qu'on soit bien clair, tu me le dis, tu me l'annonces et tu vas prier où tu veux. Tu peux reprendre la bouche comme ça là, pour vraiment. Si tu veux aller prier, tu me le dis juste pour que je sache où est-ce que tu es parti. Et tu vas prier où tu veux. Et là, je suis perturbé. Je dis, ah bon? Il dit, oui, pourquoi tu prierais pas? Et je lui dis, c'est la première fois, là, depuis, ça faisait 4-5 ans, je crois que j'étais dans l'armée à ce moment-là. Je dis, mais c'est la première fois que j'entends un discours comme ça. Et il me disait, écoute, moi j'étais en Afghan. On était avec des gars, c'était des malades. Il y avait des gens qui nous tiraient, je ne sais où, là, et eux, ils se levaient, ils commençaient à faire la prière à l'heure de la prière. Donc je ne vois pas pourquoi toi, tu ne prierais pas ici. Et du coup, ça m'a profondément bouleversé. Quand il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, on se retrouve à être sollicité sur des opérations Sentinelle. Et je me retrouve dans la même équipe que lui. Replace d'abord celui-ci. Avant cette opération. Non, parce que ça, c'est un autre truc. Je crois que je te l'ai pas dit. Ah, ok. Je te l'ai peut-être pas dit. En fait, on se retrouve en opération Sentinelle ensemble. Donc, ce caporal-chef du 8e RPIMA et moi. On est tous les deux passés sergent. Et en fait, tu sais, quand tu patrouilles... Comment ça? Il est caporal-chef à ce moment-là? Et à ce moment-là, il est passé sergent. Ok. Donc, je connais pas trop les grades. Le sergent, c'est au-dessus de caporal-chef. Ok, ça marche. Donc, on est dans la même équipe. Et tu sais, les patrouilles, c'était de mémoire, je crois que c'était 2 heures de patrouille, 1 heure de repos. 2 heures de patrouille, 1 heure de repos. Et donc, souvent, quand je faisais 2 heures, ça coïncidait avec l'heure de la prière. Donc, qu'est-ce qui se passait? Quand on avait fini de patrouiller, moi, j'allais aux toilettes, je faisais ce que j'avais à faire, je faisais mes ablutions et j'allais prier discrètement dans la chambre du fond. Sauf qu'à un moment, lui, il était au bureau comme ça, il voit revenir des toilettes, il me fait « Hey, Bédani, je peux te poser une question? Pourquoi est-ce que chaque fois que tu vas aux chiottes, tu te laves le visage ?»
à ce moment-là, tu sais, c'est la question posée comme ça. En plus, elle est tellement percutante. Ouais, pourquoi est-ce que chaque fois que je vais aux toilettes, je me lave le visage? Et j'assume pas, tu vois, parce que c'était un moment très compliqué. Charlie Hebdo, les attentats, il y avait de hauts gradés qui passaient à tout moment dans la pièce. Et tu sais, je lui sors une esquive diplomatique. Genre, ouais, non, je me lave le visage pour me réveiller un peu. Tu sais, j'assume pas. Et il me dit, tu ferais pas tes ablutions par hasard? Je lui dis, bah si, si, en fait, ouais, je fais des ablutions. Et là, ce qui m'a énormément touché, c'est que non seulement lui, mais en plus un autre sergent, il s'appelait Kobe, un autre sergent avec qui c'était compliqué au début, bah, ils me disent tous les deux, toute l'équipe me dit, hé Najib, il n'y a pas de souci, tu pries, tout ça, il n'y a pas de souci. Et je leur réponds, en fait, c'est vrai, je ne vous cache pas, je l'ai fait, mais en étant assis. Ils disent, mais tu peux le faire debout. Et je leur dis, mais il y a des hauts gradés qui passent et tout, et j'ai peur qu'ils se fassent des films et tout ça. Ils disent, t'inquiète, s'il vient, nous on leur dit, voilà, t'es en train de faire la prière et tu fais comme tu veux. Et ça, je te l'avais raconté? Non. Tu vois, c'était un autre moment qui m'avait vraiment touché. Mais le moment aussi, là où il y a un vrai switch qui s'est opéré, c'était. Donc, quand tu es en sentinelle, tu as généralement un jour de patrouille, un jour de repos. Des fois, c'est 2 jours de patrouille, un jour de repos, bref. On est dans les chambres et on est en repos. Donc, j'ouvre mon ordinateur et je commence à regarder Harry Potter. J'avais rien d'autre à faire, tu vois, donc je me mets Harry Potter. Je suis là, le casque sur les oreilles, allongé, je regarde mon film. Et lui, il arrive. Il fait, tu fais quoi là? Tu regardes pas? Il met ses lunettes comme ça, il essaie de regarder. J'assume pas de regarder Harry Potter à l'armée. Donc je lui fais, ouais, je regardais un film. Il fait, ouais, de mon temps, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on s'asseyait comme des hommes et on prenait le temps de parler. Ça c'est totalement perdu. Donc quand il dit ça, bah, tu sais, je range mon ordi et je vais m'asseoir. Aller en mode, allons-y, parlons. Sauf que comme je pense que ce sont des gens qui n'ont pas eu l'occasion de fréquenter beaucoup de personnes de confession musulmane qui étaient attachés à leurs valeurs. Parce que tu as beaucoup de musulmans, mais bref. Il commence à avoir une conversation et il fait Mahomet, c'est qui pour vous? C'est votre Dieu? Je dis non, non, non. Nous, Mohammed, que la paix soit sur lui, c'est un prophète. C'est un prophète comme Jésus, que la paix soit sur lui, comme Moïse. Ce sont tous des prophètes, que la paix soit sur eux. Et il est là, il me questionne un peu, il me fait ah d'accord, je croyais c'était comme Jésus chez les chrétiens. Je dis non, non, nous, non, on considère que ce sont tous des prophètes. Et il me dit mais pourquoi est-ce que vous, les musulmans, vous faites comme ça avec votre doigt? Et il fait le geste en plus, ça m'a vraiment touché. Je lui dis en fait, ça c'est pour signifier, attester qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il y a un Dieu unique. Et qu'on croit, du coup, à un Dieu unique dont la réalité est tellement subtile et complexe qu'on ne peut pas le définir, on ne peut pas le saisir. Mais il est un. C'est ça, en substance, que signifie ce geste. Et là, il me dit, OK, on continue de parler de ce sujet-là. Le lendemain ou dans la semaine, on part en vadrouille. Il a le talkie-walkie qui est connecté aux forces de l'ordre, la police et tous les collègues. Et on est en train de patrouiller et il nous fait signe de nous arrêter. Donc on se met de part et d'autre de la route pour laisser passer les gens. On était à Gare de Lyon. Et là, on entend du bruit au talkie. Donc je lui fais de loin, je lui fais genre en mode « tout va bien ?» Et il me fait... Et il est là, mais en même temps, il est inquiet. Et je lui fais comprendre, genre, je lui fais signe, on y va. Faut y aller, c'est intervention, qu'est-ce qui se passe? Et il me fait... Tu sais que là, ça m'émeut encore, genre, c'est incroyable. Il est là, il fait ça, je te jure. Tu sais, moi aussi, ça m'a tellement ému, parce qu'à ce moment-là, moi, j'avais envie de mettre mon arme derrière mon dos, d'aller lui faire un gros câlin. Genre en mode, on se comprend enfin, tu vois. On se comprend. C'était tellement beau et puissant. Ça dépassait tous les mots qu'il aurait pu me dire. Juste ce geste-là, tu vois. Franchement, c'est ouf. Franchement, c'est ouf. Là, la vérité,
qu'Allah le facilite, j'espère qu'il s'est peut-être converti ou que. Franchement, c'est incroyable cette histoire. Et tu vois, quand tu me l'as raconté, ça, je suis ému. C'est un truc de ouf. Parce que on s'en est parlé, je crois, il y a 1 mois ou 2, quand t'es passé à Marrakech dernièrement. Et à ce moment-là, j'étais encore dans mon truc faire la hijra, parce que la France, on peut pas. Je le pense toujours un peu, tu vois. Mais je l'abordais sous un angle plus énervé, tu vois, plus l'injustice, plus voilà, la colère que j'ai, qui est alimentée depuis longtemps, tu vois, et que j'alimente moi-même. Et tu m'as posé une question avant de me raconter cette histoire. Tu m'as dit, je comprends pas, Samy, toi qui as une personnalité et un, comment dirais-je, je sais pas comment tu l'as présenté, mais qui a une tendance, je sais plus quoi le mot que tu as utilisé, à réunir. Ouais, à créer Toi, tu es quelqu'un qui a tendance à cette tendance naturelle à vouloir réunir, rassembler, créer du lien entre les gens. C'est ça. À fédérer. Tu as utilisé le mot fédérateur. Pourquoi tu as un discours qui sépare? Déjà, la question, elle m'a. Genre, j'étais en mode. Ah ouais, tu vois. J'étais en mode. Comme dans tes interviews, tu sais. Mais parce qu'on l'avait mis en lien aussi avec le premier pilier de l'islam, l'unicité. Exact. Et l'idée que toute tendance qui s'inscrirait à l'opposé de l'unicité, de l'unité, peut-être s'éloignerait de ce pilier-là. Et donc, pour illustrer ce propos sur l'unicité, tu m'as raconté cette histoire. Parce que c'est totalement là-dedans, tu vois. Et suite à ça, franchement, j'ai cogité. C'était un vendredi, je me rappelle. C'était un vendredi où tu venais d'arriver, hein, en plus. Je crois que c'était le premier jour où tu es arrivé à Marrakech. Ça faisait, je sais pas combien de temps qu'on s'était pas vu, tu vois. On a eu cette discussion. Et j'ai cogité. Samedi, dimanche, j'ai réfléchi à ça. Et subhanallah, je crois que c'est le soir même, j'ai changé ma bio Insta. Où je disais en gros, j'accompagne les musulmans à développer un revenu en ligne pour pouvoir faire leur hijra, un truc comme ça. Et j'ai compris que, genre en vrai, j'étais pas aligné en fait. Et c'est vrai que c'est cette colère-là qui me poussait vers ce discours. Et que ce questionnement que tu m'as amené, la questionologie comme tu la maîtrises, ça m'a frappé, tu vois. Et donc cette histoire-là aujourd'hui, elle m'émeut encore quand tu me la racontes, parce que ça m'a permis de changer de discours, de changer de positionnement, de changer de voilà, tu vois, et voilà. Et je vais faire le lien d'ailleurs avec le positionnement et on va terminer là-dessus, je pense, parce que c'est important. Ça fait déjà 49 minutes. Le personal branding, positionnement, tu vois, sur une logique marketing, une logique de branding, etc. Et Human Nudge, c'est un, comment dirais-je, c'est un personnage, je trouve, tu vois, un alter ego, comme tu l'as décrit, et c'est ton personal branding. Tu as travaillé cette image pendant des années, je l'ai dit, 8 ans. Moi, je t'ai rencontré en 2019, et déjà en 2019, Human Nudge, c'était quelque chose. Tu n'avais pas autant d'abonnés qu'aujourd'hui. Je crois que, il me semble que vraiment la première fois qu'on s'est rencontrés, tu avais un peu plus de 10 000 abonnés sur Facebook. Instagram, comment ça, tu t'en rappelles ou pas? Ou je me trompe du Non, dessus? mais ça me fait bizarre de me dire qu'un jour, il y avait 10 000 abonnés. Et aujourd'hui, on est 400 000. C'est fou, tu vois. Et je me rappelle, t'avais, voilà, je crois que tu avais 12 000 abonnés, un truc comme ça. Et genre, pour toi, Human Nudge existait, tu vois. T'étais encore dans la logique, tu vloguais plus, tu te posais, je me rappelle, des questions sur ce que tu voulais faire. T'étais plus trop aligné ou t'étais plus trop. Tu te rappelles de tout ça ou pas? Ouais. T'étais plus trop. J'ai même pensé à une anecdote là, mais ouais. Tu vas nous la raconter. T'étais plus trop aligné avec ça. Et on s'est rencontrés. Et moi je me cherchais encore, tu vois, sur les réseaux sociaux, je savais pas. Et je me rappelle d'ailleurs, j'aimerais dédicacer ça à Amar qui passe très bientôt à Marrakech. J'espère que tu seras là, mais j'ai un doute parce qu'il a dit qu'il passe en décembre. C'est Amar qui nous a fait nous rencontrer, qui nous dit un jour, qui m'envoie un message et qui me dit ouais, Samy, je connais un mec avec qui je travaille, il fait la même chose que toi et tout. Et en fait, pour lui, la même chose que moi, c'est faire des vidéos. Sachant que je faisais pas de vidéos, je faisais des stories, tu vois, j'avais rien de concret dans ma ligne édito. Bref, il nous fait nous rencontrer. Moi, je t'envoie un message. D'ailleurs, tu as grave fait le mec. Où je te dis ouais, salut, Amar, il m'a dit de te contacter et tout. Quand est-ce que t'es dispo, on se capte, tu vois, on prend un café, machin. Tu t'as fait le mec un peu en mode. Je t'ai senti en mode. Un peu, tu mettais de la distance. En mode, ouais, j'ai l'habitude que les gens ils me contactent et après, il n'y a rien de concret qui se passe, tu vois. C'était ça. Ouais. Mais aussi, j'avais. Très tôt, j'ai eu l'habitude qu'on souhaite exploiter ou je me retrouvais à encaisser des déceptions. Il y avait ça aussi. Je comprends. On ne s'est pas capté tout de suite. On s'est capté 1 mois plus tard. Et franchement,
coup de cœur, tu vois. Genre, on s'est capté. Genre, voilà, je t'ai dit, vas-y, je veux t'interviewer. On était parti. C'était à l'époque, j'étais à Rap Conviction. Voilà, je présente Big Up à Hakim et Mahmoud qui m'ont un peu initié au community management, etc., à la création de contenu. Je t'interview sans aucun objectif. Cette vidéo, elle n'est jamais sortie. Elle est sortie, mais elle a été supprimée très rapidement parce que voilà, je me rappelle, j'avais mis 3 heures à la monter. J'étais au fin fond de la campagne quand j'ai voulu la publier. Il a fallu que j'aille dans le centre-ville parce que j'avais pas de réseau où j'étais parce qu'elle voulait pas. C'était à l'époque de IGTV. Je sais pas si tu te rappelles de la fonctionnalité d'Insta. Et bref. Et je me rappelle, on s'est quitté après l'interview et tu m'as dit, mais en fait, tu fais quoi concrètement? Et je t'ai dit, bah, je veux faire la même chose que toi. Tu vois, et c'est marrant parce que ça boucle la boucle est bouclée par rapport à Marc qui me dit, ouais, il fait la même chose que toi. Et moi qui te réponds, bah, je veux faire la même chose que toi, que finalement je n'ai jamais fait. Et on s'est vu, c'est comme ça qu'on s'est vu la première fois. On s'est recapté un peu plus tard, je sais pas quand, très, très rapidement, je crois, derrière. Et on a parlé de je ne sais quoi. Et cette fois, c'est toi qui as tourné une vidéo de moi. On était en train de parler, donc on était à Châtelet-Léal sous la canopée. Et tu m'interviews et il y a un mec qui s'arrête en trottinette. Manil. Manil. Que tout de suite, ouais, j'ai vu un peu l'état d'esprit et tout de suite, je me suis mis en mode. Et pas énervé, mais j'étais en mode défensif, direct, braqué. Pourquoi? Parce que je sortais d'une période bon, ça remontait un petit peu parce qu'on s'est vu en 2019, mais j'étais passé par une entreprise de MLM, donc multi-level marketing, marketing de réseau, où j'ai reconnu tout de suite l'état d'esprit du gars. J'ai su, quand il posait ces questions, qu'il se positionnait, il parlait d'indépendance financière, de machin, des trucs. J'ai su, en plus, forte chance qu'on ait été dans la même entreprise, tu vois. Et j'ai pas aimé le délire. Et en fait, tu as filmé toute cette vidéo, ça a créé quelque chose, et tu me dis si je me trompe, parce que j'ai pas envie de non plus m'approprier le truc ou quoi, mais tu m'as dit que cette vidéo-là, ça t'a ouvert à un autre champ des possibles. En rapport au fait que tu te sentais stagné et que tu n'aimais plus trop ce que tu faisais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que je ne sais plus comment le formuler. C'est pas que je stagnais et que j'aimais plus trop ce que je faisais. Peut-être qu'il y avait un sentiment de stagnation, mais j'ai toujours pris beaucoup de plaisir à faire ce que je faisais. C'est juste que je ne savais pas quoi faire précisément. Et quand je partage ça, j'invite vraiment tout un chacun à voir et entendre comment ça résonne à l'intérieur de lui. Concrètement, ce que je faisais au quotidien me demandait beaucoup d'énergie et je savais que je n'allais pas pouvoir tenir sur le long terme. Donc je cherchais à tailler un peu, à tailler un peu ce diamant de manière à ce que mon art, il excelle dans une direction et pas... Et je me suis dit quoi? Alors avant, je pense que c'est important de partager cette anecdote. Quand je suis arrivé en Île-de-France, quand j'ai commencé Human Nudge, j'ai eu une grosse période de vide. Parce que tu es là, tu vas à la rencontre des gens gratuitement. Et donc, tu rencontres que des gens qui sont dans l'abus de ta générosité. On te demande toujours plus. Sauf que moi, j'avais aucune source de revenus en lien avec ça, directement. Donc, tu es là, tu donnes de ta personne et les gens vont prendre encore plus. Donc, c'est fatigant, c'est éreintant. Au-delà de ça, quand tu vas rencontrer les gens, ben, tu es bouleversé émotionnellement, psychologiquement. Tu sens que tu tiens quelque chose parce que quand tu le partages sur les réseaux sociaux, tu vois l'impact. Tu le lis à travers les commentaires, à travers les partages. Donc, tu n'as pas envie de lâcher ça. Tu as envie de continuer parce que tu sens l'impact de ce que tu fais. Sauf qu'un jour, je me réveille, je suis déprimé. Je me dis, non, mais là, je sens là que je suis au fond. Je ne vais pas pouvoir continuer. Donc, je me pose la question, qui aujourd'hui m'inspire le plus dans ce qu'il fait? Et je cherche comme ça intuitivement la réponse. Et je me dis, tu sais quoi? Moi, j'ai énormément d'admiration pour les vendeurs de Tour Eiffel. Je pense que c'est une activité, une chose qui est très compliquée à faire. Au quotidien, tu es là, tu es dans la rue, tu esquives la police, tu proposes des Tours Eiffel, les touristes ils t'envoient bouler. Ça doit être compliqué, ça. Donc, comment est-ce que eux, ils font pour trouver la motivation de faire ce qu'ils font? Donc, un jour, je me lève, je mets une veste, je prends ma caméra et je me dis, je vais aller rencontrer des vendeurs de Tour Eiffel. Sauf que moi, je suis un grand timide. Et je suis... Et ça se voit pas du tout. Et pourtant,
Je suis un grand timide et je suis très, très introverti. Donc, moi, c'est contre-intuitif d'aller voir un inconnu et de parler avec lui. J'arrive place du Trocadéro, je sors du métro, il pleuvait, il faisait froid, il y avait des petites gouttelettes, tu vois. Je me dis, bon, ça va être compliqué de trouver quelqu'un. Et je suis là, tout seul. J'étais déjà au bout de la démotivation. Bah là, je suis tout seul sous la pluie, je suis encore plus démotivé. Je suis resté 1 heure, j'ai parlé à personne. 1 heure, j'avais envie d'aller aux toilettes, il faisait froid. Comme assez souvent. Comme assez souvent, et comme juste après cette interview. Et je suis là, dans le froid, avec cette envie de faire pipi. Et rien. Je rentre chez moi, je suis encore plus déprimé qu'au moment où je suis parti. Le lendemain, ou je ne sais pas, plus tard dans la semaine, je me dis, j'y vais. Cette fois-ci, quand il fait beau, tu vois, il faut changer un paramètre. Je vais y aller quand il fait beau. Deuxième paramètre que je change, je me dis, au lieu d'attendre, la première chose que je vais faire, c'est que je vais foncer droit vers un vendeur et je lui fais la conversation. Et c'est ce qui se passe. Il faisait beau ce jour-là. Je prends le métro, je monte l'escalier, je fonce vers un groupe de vendeurs et j'arrive, je fais bonjour, excusez-moi, j'ai juste une petite question à vous poser. Je voulais vous demander comment est-ce que vous trouvez la motivation de faire ce que vous faites au quotidien? Et là, l'un des Sénégalais, il regarde son collègue, il les regarde tous, et il rigole, il explose de rire à un point où il s'allonge par terre. Il est mort de rire par terre comme ça. Même ses collègues, ils sont en mode, ils savaient plus s'ils devaient rigoler ou s'inquiéter. Je dis pardon, j'ai dit quelque chose de mal parce que franchement, je voulais pas être blessant ou. Et il fait non, c'est pas ça, c'est pas ça. Elle est français, elle est babtou là. Vous me faites délirer avec vos questions. Il se relève hyper sérieux. Il me dit pourquoi tu passes pas cette question à un chauffeur de bus? Qu'est-ce qui le motive à faire son travail au quotidien? Pourquoi est-ce que tu poses pas cette question à un éboueur? Je dis vous, je sais pas, par rapport à la police qui vous court après, tu vois, par exemple, par rapport au fait que les gens peut-être ils soient désagréables avec vous. Il me fait regarde autour de toi et dis-moi qu'est-ce que tu vois. Je regarde et je vois des jeunes hommes en train de prendre en photo les touristes, en train de sourire, en train d'essayer de créer des interactions, de rigoler. Certains vendent, d'autres ne vendent pas. Il me dit, vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Et je lui décris ce que je vois. Il me dit, moi, tu sais, j'ai travaillé pendant je ne sais plus combien d'années dans la sécurité. J'ai quitté la stabilité de mon emploi pour faire ça. Là, aujourd'hui, quand j'appelle la famille au bled, je leur dis, je travaille place du Trocadéro. Mon bureau, il est place du Trocadéro. Donc, cette question-là, va la poser un éboueur, va la poser un chauffeur de bus. Moi, en attendant, j'ai réalisé l'un des rêves de ma vie. Je rentre chez moi, c'est comme si, j'ai l'impression, tu vois, qu'il a pris mon cerveau, il a fait ça. Il a retourné. Et je voyais les choses totalement différemment. D'ailleurs, 1 année après, je pars au Sénégal et je suis bluffé du fait de voir que, en fait, il y a plein de gens qui vendent des choses dans les rues. C'est normal. Je trouve même des mamas le matin qui vendent des sandwichs au thon, des gens qui vendent plein d'articles. J'ai pas vu de différence entre ce qui se passait place du Trocadéro et ce qui se passe au Sénégal. Que des entrepreneurs, des femmes, des hommes, et jusqu'à 23h, minuit. Il a changé toute ma perspective concernant la motivation, l'encouragement, le découragement. Il a percuté mon cœur. Et ça, j'allais te dire un autre truc. On parlait de Châtelet-Léal, Manille. Châtelet-Léal. Donc, en fait, à partir de là, je me dis, il faut que je fasse. Il faut que je fasse. Ça n'est pas en réfléchissant qu'il y a quelque chose qui va se passer. La réflexion, c'est bien. L'action, c'est mieux. Et nous sommes ce que nous faisons au quotidien. C'est Aristote qui disait ça. Nous sommes ce que nous faisons au quotidien. Donc, je me suis dit, je vais filmer au quotidien. Peu importe ce qui se passe, j'ignore ce qui peut se passer, mais je vais faire, reproduire
une même action au quotidien. Et donc, à ce moment-là, quand on s'est rencontrés, j'étais dans cette dynamique de sortir de chez moi tous les jours. Ça, c'est la première étape quand on passe à l'action. Sortir de chez soi. Ça n'est pas en restant à la maison que quelque chose de différent va se passer, va se produire. Première étape, je sors de chez moi. Deuxième étape, normalement, elle vient même avant de sortir de chez soi, quelle est l'intention que je place en sortant de chez moi? Si je sors de chez moi sans savoir où aller, il ne faut pas s'étonner de ne rien voir se produire. Parce que notre regard s'oriente en fonction de l'intention que nous plaçons. Si je place l'intention de faire le bien, en sortant d'ici, je trouverai 3000 occasions de faire le bien. Si mon intention est de faire le mal, en sortant d'ici, je trouverai 3000 occasions de faire le mal. Et je serai aveugle à toutes les occasions de faire le bien. Donc mon intention à ce moment-là, c'est de rencontrer des gens dans la perspective de recueillir des sagesses, avec la conviction que tout un chacun, nous avons des sagesses. Donc on se rencontre et à ce moment-là, j'allume effectivement la caméra. Ce jeune homme, Manil, arrive et là, à ce moment-là, cette conversation, tu sens quand il y a quelque chose de spécial qui se passe. Mmh. Je pense que son épouse, la femme de sa vie, elle ne se sait pas, elle se sent. Tu ne sais pas que c'est elle, mais tu le sens. Et c'est parce que tu le sens qu'il y a en toi, au moment où tu la rencontres, une forme d'ébullition qui fait que tu te dis « je ne peux pas passer à côté d'elle, je ne peux pas passer à côté de cette rencontre, je ne peux pas passer à côté de ce moment ». Tu le sens parce que tu vois dans cette rencontre une projection, comme si là, rencontrer cette personne, c'est dans un jeu de cartes comme ça, là où toutes les cartes sont retournées, ben, quand cette carte-là s'est retournée, tu sais que c'était la bonne carte. Donc quand tu as la bonne carte, tu ne peux pas ne pas la jouer. Et c'est un peu ce qui s'est passé à ce moment-là. Cette rencontre-là, elle avait quelque chose de vibrant, quelque chose de transcendant, quelque chose de transportant. Mais ça s'est fait dans la gestion des paradoxes. C'est-à-dire que moi, j'étais subjugué par la rencontre de ce jeune homme. Je me dis, tiens, pourquoi est-ce qu'on le rencontre? Et toi, à ce moment-là, tu étais plutôt sur la défensive. Donc, c'était comme de la lave et de la glace qui viennent se rencontrer dans un réceptacle. Et là, dans mon réceptacle, j'ai une soupe que je ne connais pas. Et je me dis, mais caramba, quelle est la soupe? C'est l'histoire qui m'a envoyé. Je dis, c'est quoi ça? Je ne connais pas ce breuvage, mais j'ai envie d'y goûter. Et donc, j'y ai goûté. Tes métaphores, elles me fument. Vas-y, continue. Je suis désolé. On n'a pas encore mangé. je pense déjà au repas. Donc, je me dis, ce breuvage, il a l'air extraordinaire. Là, les conditions dans lesquelles il a été préparé, l'alchimie dans laquelle il a été préparé, c'était incroyable. Donc, de suite, j'ai ressenti le besoin de le partager. Et effectivement, en le partageant, ça a donné un impact extraordinaire. Et là, je te remercie de me poser la question parce que je me rends compte que la symbolique est très forte. Le titre de la vidéo, tu te souviens, c'était quoi? Non. Le grain de sable. Où il avait parlé de sa mère, je crois. Et je me rappelle plus. Il avait parlé de sa maman. Je me rappelle plus exactement comment il est venu. Il a commencé en parlant de sa maman. Et après, il disait, l'idée, c'est d'être le grain de sable. Genre, tout le monde a un impact. Tout le monde peut avoir un impact extraordinaire. Tout le monde est comme un grain de sable. Et l'idée, c'est d'être le grain de sable le plus cool de l'humanité. Ou tu vois, je sais pas comment il a formulé. Et aujourd'hui, c'est très symbolique puisque... Cette vidéo a été un genre de grain de sable, du coup? Cette vidéo, c'était un grain de sable, ouais, qui s'est intégré dans une tempête, dans une tornade. Mais Dani. Tu sais que j'aimerais trop te poser des questions, mais je sais qu'on peut pas, on est limité. Pas de souci, c'est pas grave. Et là, ce podcast, je veux te découvrir toi, tu vois, même si je te connais bien. Je peux te poser une question quand même. Ah, vas-y. Tu t'arrives pas à sortir de ton rôle Non, mais parce que ça me tient à cœur et je pense que c'est très important. Elle n'a aucun rapport direct, mais moi, j'ai connu plusieurs Samis. J'ai connu un Sami
qui avait une dent brisée. Mhm. Et je voulais savoir, toi qui as vécu des années avec cette dent brisée, Ouais, plusieurs, de 2017 à 2021. donc, quelle différence tu as pu voir dans le regard des gens entre le moment où tu avais cette dent brisée et le moment où tu as réparé ta dent? Je pense une considération différente. Déjà, j'ai été plus pris au sérieux avec une dent complète. Moi-même, je me suis pris plus au sérieux. Donc, c'est pas tant les gens, c'est plus moi. C'est-à-dire que moi, j'ai à un moment donné, bah, tu te rappelles de Dealer d'influence, qui était un de mes alter ego à un moment donné, l'homme capuché aux lunettes de soleil sur LinkedIn, avec un téléphone. Et ben, cette dent brisée, elle était en adéquation parfaite avec le rôle. Et moi, je jouais ce rôle qui était lié à l'image que j'avais de moi-même et à l'image que je voulais donner aux autres et à l'image que les autres avaient de moi. Tu vois, c'est-à-dire que c'était un triptyque aussi qui rentrait, qui était parfaitement calibré. Tu vois. Et ce qui se passait, en fait, c'est que ma manière de lutter contre le racisme, c'était de jouer et d'être la caricature de ce qui provoquait ce racisme, tout simplement. Donc, quand j'ai réparé ma dent, sous les conseils avisés de la femme qui est mienne aujourd'hui, les choses ont changé. Je me suis plus pris au sérieux, donc j'ai décidé d'être sérieux dans ce que je faisais. Et donc, j'ai eu un impact différent et des résultats différents et j'ai pu avancer beaucoup plus rapidement. Tu vois, donc voilà, tu vois. Voilà ce que ça a changé concrètement. Ça a changé des choses dans ma vie, ça a changé des choses dans le regard des gens aujourd'hui qui me prennent beaucoup plus au sérieux et considèrent mon travail. C'est ton épouse qui t'a encouragé à réparer ta dent? Ouais, ça a été une lutte pour elle. C'est un grand débat. Parce que comme tu le sais, je suis le leader dans l'énéagramme. On en reparlera. On en reparlera dans un podcast, dans le Tour du monde en 80 heures de Najib. Mais oui, c'est Nivine qui à un moment donné m'a dit bon, t'as vu, c'est bien mignon, dealer d'influence, etc. Mais au bout d'un moment, si tu veux atteindre et réaliser les ambitions dont tu parles à tout bout de champ, il va bien falloir que tu mettes les actions qui sont en lien, quoi. Et c'était une des actions pour elle. Et elle avait totalement raison. Voilà. Mais du coup, ça répond à ta question ? Ouais, Je peux enchaîner sur les miennes ou pas ? je t'en prie. Donc ouais, pour faire le lien, parce que ça fait 1h10, mais ça me dérange pas. Il y a des podcasts qui font 2 heures. Donc en soi, c'est pas un problème. Mais on va pas faire 2 heures, t'inquiète pas. Je vois la détresse dans tes yeux et la faim dans ton estomac. Les toilettes. Et les toilettes. Un lieu de prédilection, de méditation. de méditation et de pour recueil. Najib. Et de libération. Et je l'assume, hein, sinon ça n'existerait pas, tu vois. Ok. Ne tergiversons pas sur le sujet. Donc on parlait de personal branding parce que du coup voilà, ça a été en lien et ce grain de sable qu'a représenté la vidéo avec Manil a mené à la création d'une dune qu'aujourd'hui et même d'un désert, bon, la métaphore est pas ouf, mais d'une dune de plus en plus grande qu'on appellera Human Nudge. Aujourd'hui, et ce sera la question de la fin, on va revenir sur le sujet du plafond de verre. Aujourd'hui, est-ce que ton personal branding, a.k.a. Human Nudge, t'a permis de briser des plafonds de verre grâce à son impact, grâce à la communauté que tu as créée ? Que ton plafond de verre soit personnel ou lié à la société. Intuitivement, quand tu me poses la question, j'ai envie de te dire non. C'est pas Human Nudge, mais c'est la maman de Human Nudge. C'est le papa de Human Nudge. Mes parents, ils m'ont toujours montré qu'on pouvait et qu'on devait même parler avec tout le monde. Je trouve d'ailleurs que ma mère, elle parle un peu trop aux gens. Dans le bus, elle est capable d'avoir des conversations avec tout le monde. À l'arrêt de bus, je suis fasciné par comment elle crée des accroches avec les gens, tu vois. Tout en étant une femme solitaire, comme tu me l'expliquais il y a quelques jours. Et donc, tu es parfaitement à l'image de ta mère, parce qu'on te voit parler à tout le monde, interviewer tout le monde, mais tu es capable d'aller faire 30 jours dans le désert en solo, quoi. Ouais.
Je sais pas si c'est un sujet que je peux aborder parce que tu voulais. Ouais, non, Ouais. on peut tout à fait l'aborder. Mais je pense que c'est ma maman qui m'a appris à faire ça. Mon papa aussi, mais dans deux styles différents. Ma mère, elle m'a fait comprendre qu'on pouvait parler avec tout le monde, qu'on pouvait écouter tout le monde et partager avec tout le monde. Mon père, il m'a appris qu'on pouvait insulter tout le monde, qu'on pouvait être soi-même avec tout le monde et qu'il valait mieux être détesté au premier abord et apprécié par la suite pour qui tu es que tenter de séduire vainement quelqu'un et après regretter de l'avoir laissé entrer dans ta vie. Je partage totalement l'avis de ton père. C'est un grand sage. Donc, ouais, c'est eux qui ont formé et créé Human Nudge. Human Nudge, c'est aussi de la pudeur. Tu vois, dans Human Nudge, il n'y a pas mon nom de famille. Donc, c'est laisser aussi ma famille en dehors de tout ça. Même si on sait aujourd'hui quel est ton nom de famille, que tu Oui. assumes parfaitement. Ouais. Mais parce que mon nom de famille, il est associé à mon métier de praticien en psychothérapie, pas à cette démarche de rencontre. Human Nudge. Mais en même temps, Ouais. aujourd'hui, j'ai vu l'évolution moi, de ton personal branding. Il y a eu plusieurs rebrandings d'ailleurs, même si tu t'es appelé Human Nudge tout le long. Moi, j'ai vu le Human Nudge avec la crête de punk à chien et l'écharpe rouge. Bon, c'était pas une crête de punk à chien, mais bon. D'ailleurs, Toulouse, je crois qu'il y en a pas mal de punk à chien. Et parenthèse, j'ai vu Human Nudge dégradé à blanc, pas de barbe, parce que tu travaillais dans l'événementiel et que tu étais obligé d'avoir cette propreté au niveau de ta pilosité faciale pour l'image. Donc pour le personal branding et le branding de peut-être les entreprises pour lesquelles tu travaillais. Il y a eu Human Nudge qui a voyagé, qui a commencé à laisser pousser ses cheveux et sa barbe petit à petit. Au début, cheveux très soignés, puis barbe soignée également. Tu vois, avais l'air d'un hipster avec beaucoup de classe, tout en étant un peu... Tu sais, j'ai connu moi la pochette je sais pas, d'Indien ou de cow-boy, je sais pas comment on pourrait la... C'est de nomade du désert. De nomade du désert déjà à l'époque. Puis j'ai connu l'écharpe rouge du Maasai, avec la veste de baroudeur un petit peu, tu vois. Et aujourd'hui, je connais Wolverine. Donc aujourd'hui, tu portes quand même une chemise. Ouais. J'apprécie l'effort, mais en même temps, j'ai déchiré. Excuse-moi. En même temps, j'ai déchiré. En même temps, j'ai déchiré la dernière lors d'un de nos combats de Wing Chun. Lors d'une de tu l'as mes... fait gratuitement quand j'étais debout en train de patienter, de parler, de m'exprimer librement. T'as fait... C'est cette image que tu as de moi? Le moment où t'as déchiré ma chemise, oui. En même temps, elle était déjà déchirée. Je veux dire, bon, Ouais. tu te prends pour Jack Reacher à te balader avec une seule chemise. Voilà, je t'ai remis au goût du jour. Et aujourd'hui, tu vois, regarde, tu as cette chemise noire, propre, cintrée, parfaitement taillée. Et je trouve que ça te va beaucoup. Beaucoup mieux que la chemise de voyageur. Tu sais que ça me dérange. Je suis pas du tout à l'aise. Ben, tu vas prendre. Mais elle a une histoire. Tu vas prendre goût, t'inquiète pas. Mm. Ça, petit à petit. C'est ta chemise de psychopraticien. Et donc, je disais, excuse-moi, je reviens sur le sujet. Tu parlais de Bédani, Ouais. qui est le nom du praticien en psychothérapie. Je m'excuse. Mais en même temps, comme je t'ai dit, j'ai vu les rebrandings et à un moment donné, Human Therapy ou Human Nudge Therapy, Ouais. le mot thérapie est arrivé dans ton logo et dans le nom des vidéos que tu proposais. Donc finalement, il y a quand même une conciliation de, je dirais pas ton branding, mais de ton identité de praticien en psychothérapie et de ton identité d'homme qui va à la rencontre de l'humanité et qui a l'ambition de rencontrer les 8 milliards d'humains. Donc, comment t'expliques cette conciliation malgré le fait que tu souhaites garder ta famille en dehors de Human Nudge? Alors, moi, comment dire, dans le cadre du, parlons personal branding, personal branding, let's talk about personal branding. Si, señor. This is not Spanish. Concernant le rigole un peu, fais un effort. Non, c'était pas drôle. D'accord. Parce que j'aurais bien voulu que tu fasses comme quand on était Ah, au tu veux que resto. je te parle espagnol, voilà. Si. Non, mais non. Qu'allais-je dire En fait, en mon sens, le personal branding, c'est comment se vendre soi-même. Sauf que moi, il n'y avait pas cette intention de base, ni de vendre, ni de se mettre en avant, ni quoi que ce soit. Donc, il y avait une intention, c'était de créer une identité qui soit évolutive
et qui puisse s'adapter à mes différentes phases de vie. C'était vraiment, au moment de créer Human Nudge, je me posais cette question. Je savais que, me connaissant, j'allais avoir plusieurs orientations de cœur, de profession, d'appétence, de passion. Je voulais créer une identité qui puisse être adaptative. Et c'est pas l'identité que j'ai voulu mettre en avant qui a influencé qui je pouvais être, mais c'est qui je pouvais être qui a fait que de manière très fluide et naturelle, à plusieurs reprises, j'ai changé. Effectivement, le Najib, le Human Nudge, qui était rasé à blanc, dégradé, c'est un Human Nudge qui travaillait dans l'événementiel. Le Human Nudge, comme tu l'appelles, punk à chien, c'était... Ou hipster, j'ai dit aussi hipster. Hipster, ok. Le Human Nudge hipster, c'était un Human Nudge voyageur. C'est un Human Nudge sans domicile fixe. Et pour moi, il y a un côté très viking. Tu vois, quand tu es là, tu traces le côté, les deux côtés, tu respires comme ça d'ici. Et il y a un côté, s'il faut s'embrouiller, on va s'embrouiller. Tu vois. T'étais classe quand même pour un sans domicile fixe. Parce que je précise, parce que ça peut prêter à polémique, hein, ce genre de propos. Sans domicile fixe, au sens où tu habitais un peu partout et où te portait ton voyage. Et j'avais pas de revenus. Et t'avais pas de revenus. C'était mais à dissocier du terme de sans domicile fixe, qui aujourd'hui, dans l'inconscient collectif, est communément admis pour parler de personnes vivant dans la rue dans des conditions extrêmement difficiles. Je tenais à le préciser parce que j'ai moi-même été épinglé sur LinkedIn pour avoir dit qu'à un moment donné, j'étais sans domicile fixe quand j'étais dans J'irai Business chez vous. Et j'ai été cité dans un article qui critiquait les entrepreneurs SDF et qui jouaient de la condition difficile de certaines personnes pour se mettre en avant sur les réseaux sociaux. Tu m'as compris. Tu m'as compris. Non, mais justement, c'est bien d'apporter des éléments de contexte. Quand tu es amené en 2 jours à quitter ton domicile, à faire un tri dans tes affaires. Pour des raisons qui sont personnelles et qui... Voilà. Quand tu te retrouves sans du coup travail, sans possibilité de travailler, parce que qui dit travail dit domicile. Tu peux pas partir de n'importe où pour aller à ton travail. Et tu peux pas aller vivre chez des amis pour travailler. Tu vas pas leur imposer ça et m'imposer ça. Quand du coup tu n'as plus de domicile, quand tu n'as plus de travail, d'activité professionnelle, quand tu n'as plus de source de revenus, quand tu n'as plus même de boîte aux lettres pour recevoir ton courrier, tu sais pas où est-ce que tu vas le recevoir. Et que y a plein de sans domicile fixe aujourd'hui, ils sont dans la rue, ils ont des parents, hein, et leurs parents, ils ont une maison. Mais le sans domicile fixe ne veut pas imposer ce choix de vie ou cette difficulté aux parents. C'est tout. Et puis ils sont pas forcément acceptés par leurs parents au moment T, tu vois. Mais moi, je sais que ma mère, elle m'aurait accepté. Mais moi, j'aurais pas accepté ça pour ma mère. À ce moment-là, il y a un scénario que j'ai envisagé dans lequel je me suis dit, mais Najib, si c'était pas l'hiver, je pense que j'aurais envisagé plus d'une fois de dormir dehors. Et tu vas développer des méthodes. Tu dis, attends, mais si je me douche, je vais me doucher où? Soit je vais à la piscine, soit je vais à la salle de sport, soit je vais... Tu penses à ce genre de scénario. Tu dis, ok, ben là, j'ai plus de travail, je m'inscris chez Pôle emploi. Je n'avais pas de droit en m'inscrivant. Du coup, je m'inscris à Pôle emploi. Mais du coup, je suis rattaché à quel domicile? C'est des vraies questions que tu te poses. Et à ce moment-là, moi, c'était juste hors de question que j'aille dans la rue. Je voulais, mais même pas pour moi. Pour moi, c'était hors de question que j'aille dans la rue parce que je savais que je peux être utile aux gens. Donc, je me suis dit, tu sais quoi? Vu que je peux pas travailler parce que j'ai pas de domicile, j'ai pas T'avais plus beaucoup d'affaires en plus à cette époque. Tu voyais avec ton sac à dos, t'as tout laissé. À ce moment-là, j'ai tout jeté dans une poubelle. Il me restait que ce que j'étais en mesure de porter sur mes épaules. Donc, à ce moment-là, quand tu sais que c'est compliqué de travailler, parce que ça va embêter des gens et ça va t'embêter toi, et que tu n'as pas envie de dormir dans la rue, ben, tout ce qui te reste à faire, c'est travailler gratuitement. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Comme je savais filmer, je me suis dit, je vais mettre à disposition cette compétence de structure en contrepartie du fait qu'ils m'hébergent ponctuellement et qu'ils me fassent voyager. Quitte à être sans domicile fixe, autant être le plus utile pour tout un chacun. Et pendant 1 année, ça a été ça. Et c'est flippant. C'est flippant. Je ne te parle pas d'un truc temporaire ou ponctuel avec un filet de sécurité.
je te parle d'un truc là où tu te dis, mais s'il faut que j'aille en Tanzanie pour travailler en tant que mécanicien, je vais le faire tellement je suis en galère. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. C'est-à-dire que tu disais qu'il y a eu le Najib dégradé à blanc, rasé à blanc, événementiel. Najib, Human Naj, sans domicile fixe. Maasai, Tanzanie, du coup. Et je fais les liens avec la Tanzanie. Est-ce que tu peux dérouler encore? Donc il y a eu ça. Le Viking, le combat. Ouais, c'était. Chaque fois que je me rasais sur le côté, je partais en mode là, c'est la guerre. Et après, j'ai rencontré mon épouse, celle qui est devenue par la suite mon épouse. Quand je suis revenu, j'ai travaillé pendant 8 mois dans l'humanitaire, ce qui m'a permis d'apaiser certaines choses. Parce que quand tu vis une expérience comme ça, tu as ce traumatisme qui reste. Pendant une année, mes affaires, je ne les déballais pas. Pendant une année, je me disais, je peux repartir à tout moment. Moi, je ne savais pas, je puais l'humidité, c'est mon épouse qui me l'a dit. Je ne me sentais plus. Je me sentais plus. Et je tournais avec les mêmes vêtements que je lavais à la main. Et j'ai fait ça pendant près d'un an quand même. Aujourd'hui encore, je tiens à le préciser. Pas pour l'humidité. Mais c'est vrai que c'est resté. C'est resté. Et ça, je suis content que ce soit resté. Donc, l'humanitaire. Et ensuite, quand j'ai compris que c'était vraiment pas le métier que je voulais faire, j'étais vraiment déçu par la professionnalisation de ce métier. Je me suis retrouvé de nouveau à traverser une période là où j'avais plus de revenus. J'avais un domicile par contre, mais j'avais plus de revenus et plus d'activité. J'avais besoin de savoir qui je veux être. Là, c'était mon rêve de vie. Et je m'étais dit, je rêve de travailler dans l'humanitaire, qui venait de s'effondrer. Donc, j'avais besoin de l'encaisser. Pour l'encaisser, j'ai mis tout de côté, j'ai voyagé, j'ai voulu regoûter, me reconnecter à ce Najib sans domicile fixe. Donc, pas d'activité, mais on continue de rencontrer les gens et d'être utile. Jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un qui était praticien en psychothérapie. Quand je l'ai vu, je l'ai filmé, je me suis dit, tiens, je me verrais bien faire le même métier que lui. Et c'est là où ma vie a basculé. C'est quelqu'un qui était compliqué après à gérer sur le plan relationnel. Il s'avérait être quelqu'un de totalement différent de l'image qu'il montrait. Mais Dieu merci, j'ai été formé chez quelqu'un d'autre qui ne me connaissait pas et qui m'a expliqué toutes les ficelles du métier. Et aujourd'hui, j'exerce depuis 2 ans et demi. Et donc aujourd'hui, on a le Human Naj qui se laisse pousser les cheveux, qui se laisse pousser la barbe, qui ne veut pas se contraindre, se tailler, se limiter pour séduire ou pour plaire. C'est Human Naj, mais Najib. Je suis désolé, hein, ça dure, mais c'est parce qu'en fait, on arrive à des sujets que j'aurais voulu aborder plus tôt et je vais les aborder maintenant. Et j'aimerais bien que tu me dises si tu es prêt à l'aborder. C'est le sujet du désert pendant 30 jours en plein ramadan. C'est un sujet qui est hyper intéressant parce que tu m'as dit que durant cette expérience, il y a quelque chose qui, je ne sais pas si c'est le bon terme, qui s'est brisé et qui t'a permis de reconstruire quelque chose de plus authentique peut-être Est-ce que tu peux m'en parler avec tes mots à toi, parce que peut-être que je vais travestir ta parole vraiment. Et c'est quelque chose que même d'un point de vue personnel, de la discussion qu'on a entre nous, t'as pas voulu spécialement aborder parce que tu te sentais pas prêt au moment où on en a parlé. Est-ce qu'aujourd'hui tu te sens prêt à l'aborder plus en détail? Et je trouve ça important de le savoir parce que c'est une expérience quand même incroyable. Bien sûr. Je pense que cette expérience, elle naît d'une réponse à un paradoxe. Je rencontre des gens au quotidien. L'humain, c'est mon métier, mais l'humain me fatigue. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui comprendront ça. Et j'aime l'humain autant qu'il me fatigue. J'aime l'humain autant qu'il me détruit. J'aime l'humain autant qu'il me tue. C'est un amour qui est compliqué. Une relation toxique. Une relation toxique de fou. Mais en même temps, c'est une relation qui a du sens, qui a énormément de sens. Donc, pour me préserver de l'humain, j'ai besoin de ces moments de solitude et d'isolement. J'organise des retraites silencieuses dans le désert. On en parlera peut-être un peu plus tard. Là où j'embarque des gens, mais je n'ai pas l'occasion, moi, de les vivre pour moi. Ça fait 5 ans que je côtoie les déserts.
Jordanie, Algérie, Maroc. Et je ressentais le besoin de vivre une expérience d'isolement qui est profondément influencée par la psychospiritualité. Pour les croyants, il n'y a pas un seul prophète qui n'est pas passé par un désert. Quasiment tous ont eu l'occasion, en tout cas les plus connus, sont passés par un désert. Donc je me suis dit, le métier de psychopraticien, il implique de faire un vrai travail sur soi, en profondeur. Et quand tu rentres profondément dans l'humain, tu arrives à la dimension spirituelle. Donc si tu veux profondément travailler sur toi, c'est pas juste en faisant du sport, il faut aller s'inspirer des personnages les plus impactants qui ont connu le plus grand bouleversement sur le plan spirituel. Tout le monde n'est pas destiné à traverser une telle expérience, mais si tu as cette possibilité-là, alors pourquoi t'en priver? Donc moi, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, j'ai envie de me retirer pendant 30 jours dans le désert, voir qui je suis quand je suis seul avec moi-même. Et maintenant que j'en parle, c'est une idée qui est née d'une conversation avec un Touareg en Algérie. Je lui pose des questions et on arrive à une question en lien avec la confiance en soi. Je lui demande comment toi tu fais pour avoir confiance en toi. Il se retourne, il voit au loin une montagne et il me dit, tu vois cette montagne? Va là-haut, reste seul avec toi-même et reviens quand tu ne seras traversé par plus aucune peur. Parce que ça fait peur d'être tout seul là. Il dit, tu reviens, tu redescends quand ton cœur il est apaisé, même quand tu es avec toi-même. Et il me rajoute, l'humain il a peur quand il est seul avec lui-même. Dans un désert, il a peur de croiser un chien, il a peur de croiser un serpent, un scorpion. Mais ce n'est pas le scorpion qui lui fait peur, ce n'est pas le chien, ce n'est pas le serpent. C'est sa propre incapacité à réagir face à une rencontre hostile. C'est ça qui lui fait peur. Il n'a pas confiance en lui, il n'a pas confiance en sa capacité à se défendre. Et il n'a pas confiance en son créateur. Parce que s'il faisait confiance en son créateur, il n'aurait même pas peur d'un tel scénario. Il ne l'envisagerait peut-être même pas. Comme il doute de là-haut et qu'il doute d'ici, c'est ça qui fait qu'il n'arrive pas à rester seul avec lui-même. Quand il me dit ça, là ça vibre, comme avec Manil, ça vibre. Je me dis, c'est quoi? En plus, les Touaregs, quand ils parlent, les nomades, tous les peuples nomades, il y a des moments où tu sens quand ils sont connectés à quelque chose de plus que toi. Donc au moment où il me le dit ça, c'est une parole qui a traversé mon cœur, qui a traversé mon âme. Je me suis dit, il faut que je vive ça. Être isolé, seul avec moi-même et voir qu'est-ce qui se passe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc je demande à un grand frère, Aziz, un ami nomade rencontré dans le désert, de me déposer la veille du début du Ramadan dans le désert. On prend un 4x4, on roule pendant 3 heures dans le désert. On est à la frontière avec l'Algérie et il installe ma tente derrière des dunes et ils repartent. Le soleil se couche et il est reparti avec ma sacoche, mes passeports, mes cartes bancaires, mon téléphone. Et je lui dis, peu importe ce qui se passe dans le monde, peu importe ce qui se passe ici, ne viens surtout pas me chercher. Et je lui passe ça. Et à ce moment-là, c'est un adieu. Parce que quand tu vis une expérience comme ça, tout peut t'arriver. Et donc, c'est un adieu. Tu te dis, là, je me laisse plus d'autre choix que d'envisager la mort. Là, tu n'as plus le choix. Et donc, tu te retrouves des premières nuits, des premiers jours à être surstimulé par tous les bruits. Parce que tous les bruits sont différents. Tout est décuplé dans le désert. Quand il n'y a personne autour de toi et que c'est le silence, un petit scarabée qui fait comme ça sur la bâche de ta tente, tu as l'impression que c'est un truc énorme. Moi, c'est venu me réveiller dans mon sommeil, ces bruits-là de scarabées qui font comme ça. Tes rêves changent.
Et chaque jour devient une éternité. Chaque jour devient une éternité. T'as les larmes aux yeux là. Hein. Bah ouais. Est-ce que je t'ai posé une question à la Human Nage un peu? Non. Bien sûr. Incroyable. C'est comme si chaque jour qui se lève, il dure. Mais il est lent. T'as qu'une envie, c'est qu'il s'arrête, tu vois. Sauf que tu fais le compte et tu sais qu'il t'en reste encore 28 à vivre. Et dans cette éternité de 24 heures, tu refais toute ta vie. Tu plonges, tu voyages, tu penses aux gens que tu aimes et tu te demandes tiens, pourquoi est-ce que je pense à cette personne maintenant? Pourquoi est-ce que je pense à ce souvenir? Pourquoi est-ce que je pense à ça? Et t'accueilles. À la fin de la journée, quand tu mets une date dans ta bouche et que tu bois de l'eau, tu as l'impression que la journée s'est passée en 2 secondes. Tu oublies tout ce que tu as traversé. Du coup, il y a presque un truc... je pense que mentalement, émotionnellement, il faut être solide. Parce que tu es là, tu sais que la journée est longue, et dès que c'est terminé, hop, genre, mais attends, genre, tout ce que j'ai éprouvé avant, c'était pour rien. Donc, tu repenses chaque jour, tu vis une vie. Et tu te rappelles que le jour où tu vas mourir, c'est la même sensation. Tu auras le sentiment d'être resté là une fraction de seconde. Donc c'est comme vivre, mourir. Et je pourrais te parler de plein d'autres choses. Je pourrais te parler de la peur que tu as quand tu sors de la tente la nuit. Tu es seul. Tu es seul avec tes films. Tu sors, il y a une période dans le mois là où il n'y a ni lune, ni quoi que ce soit. Donc tu sors, c'est l'obscurité totale. Tu te sens enveloppé par les ténèbres. Et c'est les ténèbres qui t'enveloppent contre ton envie d'aller aux toilettes. Encore les toilettes. Donc tu es là, tu sais que tu dois traverser les ténèbres. Et tu fais attention à tous les bruits, tous les mouvements, toutes les lumières. Et tu vas puiser à l'intérieur, tu vas chercher une forme de courage. Et tu te dis, j'ai pas d'autre choix. Et j'ai confiance. On va terminer là-dessus, c'est parfait. J'aurais pu te demander est-ce que ça t'a changé, etc. Mais on va laisser ça pour un autre podcast, une autre vidéo. Je te remercie, frère, ça fait plaisir. C'est un plaisir, un honneur de te côtoyer, de te connaître, etc. Voilà, ça. Il y a plein de trucs qui ont résonné en moi là pendant qu'on parlait. Donc 1h34 de podcast. Et je pense que j'ose espérer, mais je suis quasi sûr que personne ne t'a jamais vu sous cet angle-là et peut-être ne te verra jamais encore une fois sous cet angle-là. Personne ne m'avait fait pleurer jusqu'à présent en interview. Je vous remercie très cher. C'était un plaisir. C'est là que ça se passe. Salam alaikum. Barakallahu fikoum d'avoir suivi ce podcast, Le Plafond de Verre. On sait aujourd'hui que Najib a traversé peut-être un plafond de verre et de l'a brisé dans le désert. Je termine sur cette rime. Salam alaikum.